Il aurait eu 100 ans hier s'il n'avait pas eu la mauvaise idée de mourir à 39 ans en juin 1939. Je suis très très content de vous accueillir ce soir pour fêter dignement le centenaire de Boris Vian. Très content de recevoir deux Oulipiens qui ont participé avec 4 autres membres du groupe Oulipo à l'élaboration du livre On n'y échappe pas, publié en ce début 2020 aux éditions Fayard. Cette rencontre sera donc suivie d'un concert de jazz avec l'ensemble Jazz School. Clémentine Mélois, vous êtes plasticienne et écrivaine. Vous êtes membre de l'Oulipo depuis 2017. On connaît sûrement, j'imagine, vos travaux grâce à ce livre-là, sans titre, publié chez Grasset, dans lequel vous pastichiez des couvertures de romans, de grands romans de la littérature mondiale. Vous venez d'ailleurs de sortir un livre, toujours chez Grasset, qui s'appelle Dehors la tempête, dans lequel vous évoquez votre rapport particulier à la littérature et aux livres. Et Eduardo Berti, vous êtes écrivain et traducteur. Vous venez de publier L'ivresse sans fin des portes tournantes aux éditions Le Castor Astral. Clémentine Mélois, vous êtes membre de l'Oulipo depuis 2017 et Eduardo Berti depuis 2014. Je pense que je n'ai rien oublié. Ma première question ce soir, pour lancer justement cette rencontre, c'est à savoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou nous rappeler en tout cas, ce qu'est l'Oulipo? Bonsoir. Non seulement Boris Vian fête ses 100 ans, mais l'Oulipo fête cette année ses 60 ans. L'Oulipo a été créé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Raymond Queneau, écrivain très connu, s'assit dans le métro, exercice de style, etc. Et François Le Lyonnais, un homme un peu un génie dans plusieurs domaines, c'est surtout lui qui a eu cette idée de former le groupe avec l'intention de travailler dans tout ce qui est forme, structure, pour tout ce qui est littérature, prose, poésie, etc. Le Lyonnais venait de l'univers aussi des mathématiques, et c'est un peu ça qui a fait aussi l'Oulipo, la rencontre de pas mal d'écrivains avec des gens qui avaient une grosse expérience au niveau des sciences et des mathématiques, avec l'idée de voir si on pouvait penser aux formes littéraires avec des paramètres ou des pistes qui pouvaient donner les mathématiques ou les sciences. L'Oulipo a eu beaucoup de membres dans son histoire. Tu veux ajouter quelque chose? Non, je voulais juste préciser qu'Oulipo, c'était l'acronyme d'Ouvroir de littérature potentielle. Tout à fait. Et qu'on écrit, qu'on répertorie, qu'on inventorie les contraintes d'écriture. C'est le truc de base. Oui, notice. Absolument. Oui. Et l'idée des potentiels, c'est justement ça, de voir des nouveaux possibles, hein, dans tout ce qui est forme et structure. Il y a eu dans l'histoire de l'Oulipo 41 membres. Clémentine, c'est la dernière. Ouais. Et il y a eu des écrivains connus, même très connus, Italo Calvino, Georges Perec, et d'autres moins connus. Il y en a un certain nombre qui sont excusés pour cause de décès. Nous, non. On est encore là. On est moins connus que Perec, Calvino ou Queneau, mais on n'est pas excusés pour cause de décès. Oui, tout à fait. Oui. Et après, il y a une mécanique qui existe depuis le début. On célèbre, on fait une rencontre mensuelle où on travaille, on partage ce qu'on a écrit, on partage ce qu'on a lu, on partage ce qu'on est en train de ruminer, des idées. Et on fait régulièrement des lectures publiques, surtout une fois par mois à la BNF, mais ailleurs aussi. Et depuis un moment, l'Oulipo anime énormément d'ateliers d'écriture et d'activités liées à l'écriture. Peut-être je peux rappeler la phrase de Queneau qui essaye de définir l'Oulipo, dit que ce sont des rats qui se proposent de sortir du labyrinthe qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc c'est un peu ce qu'on fait. On crée des labyrinthes et ensuite on essaye d'en sortir. Quels étaient les rapports entre Boris Vian et les fondateurs de l'Oulipo? Parce que Boris Vian est mort 1 an avant la création de la fondation de l'Oulipo. Tu commences?
Oui, on suppose que Boris Vian aurait fait partie des membres fondateurs du groupe en 1960. Malheureusement, il est mort un peu trop tôt parce qu'il était très copain avec Queneau. Il était copain également avec Noël Arnaud, avec Jacques Bins, avec Paul Brafort, des oulipiens célèbres. On peut peut-être rappeler que il est encore marqué sur la 4e de couverture de l'Écume des Jours, le plus poignant des romans d'amour contemporains. C'est une phrase de Queneau. Et par ailleurs, Boris Vian étant un touche-à-tout, ingénieur, musicien, écrivain, qui écrivait avec des contraintes, enfin, ça nous semble évident, et c'est d'ailleurs ce pourquoi, mais j'imagine que c'est votre prochaine question, c'est ce pourquoi on a fait appel à l'Oulipo pour poursuivre ces 4 chapitres. Eh bien, tout à fait, Clémentine Melloise. Donc, c'était ma prochaine question. Quelle a été justement l'origine, en fait, de ce projet? On n'y échappe pas. C'est un manuscrit laissé par Boris Vian, 4 chapitres écrits, un synopsis qui en dit beaucoup. Et quel est justement pourquoi l'Oulipo a pris la suite et a écrit à 6 membres la suite de ce roman? Alors, ce sont les héritiers de Vian, ce sont les ayants droit de Vian, c'est la cohérie Vian, comme on dit, Nicole Berthold, etc., qui a contacté l'Oulipo, qui a contacté notamment au début Marcel Benabou, membre de l'Oulipo, pour proposer ça, exactement ça, 4 chapitres et le synopsis, qui était assez clair, surtout pour un polar, était assez clair parce qu'on savait qui était le coupable. C'est déjà ça. Et comme l'Oulipo, et je pense que ça, c'est un des secrets pour la longévité de l'Oulipo. On rigolait avant qu'il n'y a que l'Oulipo et le Rolling Stones qui fêtent 60 ans de continuité. Je pense qu'un des secrets, je ne sais pas pour le Rolling Stones, mais en tout cas pour l'Oulipo, un des secrets, c'est qu'il y a beaucoup de démocratie. Hein. Alors, Marcel Benabou est venu en disant, bon, on a cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Et qui veut le faire? Et tu étais là. J'étais là, c'était une de mes premières réunions de l'Oulipo parce que j'avais été cooptée 3 mois plus tôt. J'étais rentrée dans le groupe 3 mois plus tôt. Et j'ai cru que j'allais mourir sur place quand Marcel Benabou a dit « On a 4 chapitres inédits de Vian, qui veut poursuivre ?» Peut-être on peut rappeler qu'en fait, Ursula Vian, la veuve de Boris Vian, avait ces 4 chapitres dans une pochette depuis des années et elle attendait le moment pour en faire quelque chose Elle attendait. Elle est morte avant d'avoir pu transmettre ces documents et c'est Nicole Berthold qui nous a confié ça. Confié à l'Oulipo justement pour cette raison affective, je dirais, ou familiale, du fait qu'il aurait fait partie de l'Oulipo, parce qu'il y a plein d'écrivains, notamment des écrivains de polar, qui auraient été peut-être plus à même que nous, aussi à même que nous de poursuivre. Marcel Benabou a proposé ça au moment de la réunion. Donc moi, j'ai failli tomber de ma chaise. D'autres ont été plus circonspects. Et finalement, on a fait semblant, oui. J'ai tendance à m'enthousiasmer, mais là, c'était quand même un super projet, quoi. Je sais pas si vous avez... Et quel était justement votre rapport à Boris Vian, l'homme et son œuvre, avant de travailler à sa suite? Moi, comme vous entendez un accent, probablement. Si vous ne l'entendez pas, je m'inquiète. Moi, je suis né en Argentine. J'ai découvert Vian en traduction en espagnol au début. Pour moi, Vian, ça a été un peu toujours comme quelqu'un que j'ai vu proche ou de la famille de Cortázar, qui est un écrivain argentin très français, qui est mort en France. Pourquoi je dis ça? Surtout par la passion pour le jazz, qui partageait les deux. Cortázar n'était pas musicien comme Vian, mais c'était le grand connaisseur du jazz, un grand amateur du jazz. Pour le moment où les deux ont eu finalement une reconnaissance liée à un moment où la culture jeune prenait l'avant de la scène à la fin des années 60, pour la créativité, pour l'inventivité, après on peut revenir à tout ça, et pour l'oralité aussi, pour le travail de l'oralité et
et le renouvellement des mots et finalement l'oreille des écrivains qui ont une énorme passion pour la musique et qui avaient une énorme oreille pour l'oralité. On peut le comparer aussi peut-être à Jacques Kerouac ou à des choses comme le Holden Caulfield de Salinger, des écrivains qui ont une énorme oreille pour l'oralité, jeune, si on peut dire comme ça. Alors j'ai découvert bien sûr Boris Vian au début dans des traductions. C'était un auteur, et il reste encore très lu en Argentine. Il y avait même dans les années 80 un mensuel fait par des jeunes écrivains qui étaient mes contemporains à l'époque, qui s'appelait V de Vian. C'était un auteur pressant, vraiment pressant. Et en plus, moi, j'ai une grande passion pour la musique. À une époque, je travaillais même comme chroniqueur, journaliste musical, et je lisais aussi les chroniques de Vian avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup appris aussi, non seulement de l'écrivain, mais aussi du chroniqueur de jazz. Moi, j'ai découvert Vian à l'adolescence, comme beaucoup de gens de ma génération et des générations précédentes. Il faut peut-être rappeler que jusqu'aux années, je crois, 70, c'était encore une lecture licencieuse. Boris Vian, qui n'était pas forcément... je crois qu'elle avait été interdit. Peut-être je me trompe dans les dates, mais en tout cas, bon, moi j'ai découvert à l'adolescence, et notamment par les chansons et par les poèmes. Je me souviens que le recueil Cantilène en gelée était le premier livre que j'ai acheté avec mon argent de poche, donc extrêmement précieux. Et la question, c'est souvent, on le lit à l'adolescence et on le lit plus ensuite, mais je pense que les lectures qu'on a eues enfant et à l'adolescence, ce sont des lectures qui nous accompagnent toujours, parce que c'est un imaginaire qui modèle notre imaginaire adulte et notre imaginaire de lecteur et d'écrivain par la suite. Et Boris Vian fait partie des lectures fondatrices pour moi, et je pense pour beaucoup, parce qu'on a eu énormément de retours suite à la publication dont on n'y échappe pas, et on voit que c'est quelque chose qui est très partagé. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, comment dire? Le premier contact, non, c'est le premier contact avec ce livre, c'est la couverture, couverture que vous avez réalisée, qui n'est pas sans rappeler celle de la première couverture, en fait, de la première édition de J'irai cracher sur vos tombes. Cette couverture, c'est vous qui l'avez réalisée, Clémentine Melloy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel était ce travail en fait de graphiste, quelles sont effectivement les références qui vous ont servi pour élaborer ce livre, qui, à première vue, quand on l'a dans les mains, n'aurait pas dépareillé sur des étals de libraires dans les années 60 et aurait été probablement celle choisie par son éditeur à cette époque-là? C'était une grande chance d'avoir la possibilité que les éditions Fayard nous laissent la possibilité vraiment le champ libre pour l'écriture, mais aussi pour la forme du livre. Alors c'est un petit bonbon pour fétichistes bibliomanes dont je fais partie. C'est un clin d'œil au roman policier des années 50 et en particulier aux éditions du Scorpion, qui sont l'éditeur historique de Vernon Sullivan. Peut-être je peux faire un rappel historique rapide de cet éditeur-là. Jean Dalouin, jeune éditeur de 25 ans à peu près, qui essaye de lancer sa maison d'édition juste après la guerre. Après la guerre, le contexte éditorial de l'époque veut que ce sont les romans américains qui sont à la mode. Les Miller se vendent très bien. Et donc, le jeune Jean Dalouin se dit il me faudrait une traduction de romans américains pour faire un gros coup éditorial. Et donc, il demande... le frère de Jean Dalouin a un groupe de jazz. Il est contrebassiste dans un groupe. Et il sait qu'un des musiciens de ce groupe s'y connaît pas mal en littérature américaine. Il dit, tu peux pas demander à ton copain Boris Vian s'il connaîtrait pas un roman américain que je pourrais traduire? Et il est dit que Boris Vian aurait dit, mais je vais te le faire, moi, ton best-seller. En 15 jours, il écrit « J'irai cracher sur vos tombes » à Saint-Jean-de-Mont. J'adore l'idée que c'est à Saint-Jean-de-Mont qu'il a écrit ça. Qui a connu surtout, en fait, c'était un succès sulfureux. Ça a été scandaleux, ça a été interdit. On a retrouvé un voyageur de commerce a assassiné sa femme et on a retrouvé « J'irai cracher sur vos tombes » dans ses bagages, donc c'était terrible. Bon, les éditions du Scorpion étaient lancées. Jean Dalouin a fait appel à un peintre qui s'appelle Jean Clusolanov, dont j'ai appris
j'étais dans le même atelier que lui aux Beaux-Arts de Paris, mais à 70 ans d'intervalle, donc j'étais assez touchée. Toujours est-il que ça marque l'époque, c'est-à-dire que c'est une esthétique, c'est rouge et noir. Il y a un lettrage, c'est-à-dire que le titre est écrit à la main. Et j'ai l'impression que ce sont des livres qu'on fait plus maintenant. Enfin, ensuite, tous les bouquins du Scorpion ont été publiés avec cette forme-là, notamment Queneau avec le carnet de Salimara, enfin tous les éditeurs de cette époque. Donc c'est vraiment un clin d'œil à cette époque-là. Juste un détail, c'est je pense pas que Boris Vian destinait ce manuscrit aux éditions du Scorpion, mais à la série noire de Jean Duhamel, puisque le titre du manuscrit, c'était Roman série noire. Le titre On n'y échappe pas, on l'a choisi parce que c'est la dernière phrase du synopsis. Voilà. Mais on tenait à rendre hommage aux éditions du Scorpion. Oui, et on a eu une autre question entre nous. Est-ce que Boris Vian aurait signé ce livre en tant que Boris Vian? Est-ce qu'il aurait signé ce livre en tant que Vernon Sullivan ou ses autres pseudonymes, parce qu'il en utilisait beaucoup? On ne sait pas. Ça, on le sait pas. C'est pas à nous de le dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'une fois qu'on a reçu le manuscrit, on a beaucoup parlé entre nous, on a tous senti que dans ces 4 premiers chapitres, et c'est assez évident, ça se passe aux États-Unis, etc. Pardon. Oui, le manuscrit est à la fin du livre, c'est vrai, ce que dit Clémentine. On peut le voir, on peut le retrouver. Mais on a senti que le narrateur, le style, c'était très proche de Vernon. Et même, je pense que ça nous a bien arrangé. Parce que, oui, je ne sais pas si on aurait continué ou fini un roman de Boris Vian. Par contre, faire un Vernon, c'est comme pasticher le pastiche. Hein, c'est finalement la référence, c'est Chandler, Hammett, les traductions de Chandler et Hammett. Tu veux dire quelque chose? Oui, non, c'est effectivement ça, c'est qu'on a été 6 à accepter de poursuivre, mais on se serait jamais permis de terminer un Boris Vian parce que on s'en serait pas senti capable, puis ça aurait été une trahison. C'était avant tout un hommage de notre part aux amoureux de Boris Vian, dont on fait partie. Donc on voulait donner à lire ça, mais Vian est un auteur des années 50 qui pastiche les polars américains, et donc nous, on pastichait un pasticheur. C'était... Alors, comme venait de le dire Clémentine Mélois juste avant, à la fin de l'ouvrage, vous avez les manuscrits qui sont facsimilés, le synopsis. Donc, évidemment, je vous demande de ne pas le lire avant de commencer la lecture de l'ouvrage, car sinon vous n'aurez plus de surprise à la fin. Voilà. Il y a un appareil critique assez conséquent dans cet ouvrage, beaucoup de notes qui reviennent sur les 4 premiers chapitres écrits par Vian lui-même, mettant en lumière les erreurs qu'il a fait à l'époque, mais bon, ces 4 chapitres n'avaient pas pour vocation d'être publiés tels quels. Est-ce que, justement, le fait d'intégrer des notes qui n'étaient pas à l'origine, sans toucher aux 4 premiers chapitres, c'était une des premières contraintes que vous vous étiez imposées? Non, c'était pas une des premières, mais c'est une idée qui est vite venue. C'est surtout Marcel Benabou qui proposait ça, de faire cet appareil qui est un appareil critique, mais qui ironise un peu aussi les appareils critiques. Ça, c'est une idée qui est venue. Après, en fait, il y a 2 notes. Il y a les notes à la fin savantes, on va mettre entre beaucoup de guillemets, mais aussi il y a des notes en bas des pages du traducteur. C'est-à-dire, de la même façon que supposément Vian avait traduit Vernon, et même j'ai lu qu'il était allé tellement loin qu'il avait même écrit ou commencé à écrire l'original. Ça a été publié. C'était publié, oui. Mais de cette même façon, nous, on a fait des notes en bas des pages, comme si le texte était vraiment traduit. Et par exemple, quand on fait des jeux de mots en français, comme on a des membres anglophones à l'Oulipo, on a demandé aux membres anglophones de créer l'original. C'est-à-dire, si on fait un jeu des mots, ou par exemple, il y a un moment où il y a 4 mots de suite qui commencent avec I, N, R, I, INRI, on l'a mis, mais on s'est dit, bon, d'accord, mais ça s'est traduit. Comment ça serait en anglais? Alors, on a demandé à Daniel Levin-Becker, qui est un des membres de l'Oulipo, de créer, en tout cas, cette phrase, l'original,
que c'est un original fantôme, si on peut dire comme ça, qui n'existe pas. Oui, ça jouait sur la traduction, effectivement. Mais par rapport aux contraintes d'écriture, on a échangé 575 mails à peu près. On a mis du temps à s'entendre, toujours avec beaucoup de courtoisie, naturellement. La question était, l'Oulipo écrit avec des contraintes et chaque membre de l'Oulipo est d'âge, de sexe, de caractère différents et on n'a pas le même travail. Comment on va se débrouiller? Parce qu'on n'avait jamais écrit ensemble et surtout, voilà, c'est compliqué. Et donc la question, c'était est-ce qu'on va écrire un roman à contraintes oulipien? Alors les romans à contraintes, il y en a plein des contraintes, il y en a certaines qui sont très strictes. Par exemple, je pense le plus célèbre, c'est La disparition de Georges Perec, le roman lipogrammatique écrit sans la lettre E. Est-ce qu'on va écrire la suite du Boris Vian d'une certaine façon-là? Et finalement, on a convenu que c'était déjà une contrainte en soi de retrouver le ton de ce texte-là, et surtout, on voulait donner au lecteur ce plaisir de lecture on va lire un roman, si après on se pose des questions, on peut revenir, mais c'était important de mettre l'appareil critique à la fin pour ne pas interrompre la lecture. En revanche, peut-être je peux parler du procédé d'écriture. Au départ, on s'y est pas bien pris, autant être honnête. On n'avait pas de méthode. Donc on a commencé par faire un découpage chapitre par chapitre, qu'on s'est réparti. Donc chacun avait 2 ou 3 chapitres à écrire, mais qui ne se suivaient pas. Donc, oui. Mais avant ça, c'est vrai, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. Ah, mais merci. Avant ça, c'est vrai que non, mais c'est vrai que on avait le synopsis était très bien, mais un peu court. Je veux dire, quand on écrit un polar, il faut savoir qui est le coupable. Nous, on pouvait pas le changer, on voulait pas, mais il faut s'aimer aussi des fausses pistes. Et on manquait un peu de ça. Il fallait quand même ajouter des choses. Et c'était après. Non, et c'est Jacques. C'est vrai. Tu étais là. Ah non, mais j'étais en retard. Non, et c'est Jacques Jouet, un des membres de l'Oulipo, qui a dit oui ce jour où tu as failli tomber oui, dans les pommes. Et c'est Jacques Jouet qui a fait le 2e synopsis. À partir du premier, il a fait plus grand, plus long. Voilà. Et là, oui, on a... Voilà, à ce moment-là, c'était une des premières étapes, effectivement. Voilà. Et on a écrit, et chacun a écrit dans son style, et chacun a écrit parfois, parce que dans son style, avec des contraintes, notamment tu as écrit tu as fait un centon littéraire. Peut-être on peut rappeler ce que c'est qu'un centon, qui n'est pas comme un centon de Provence, c'est C-E-N-T-O-N. Par exemple, Jacques Jouet a fait un centon littéraire strict, c'est-à-dire qu'il a écrit son chapitre en n'utilisant que des phrases extraites du corpus de toute l'œuvre de Boris Vian, et il ne fallait pas que 2 phrases extraites du même ouvrage se suivent. Donc, autant vous dire que c'était brillant, virtuose, et que ça n'allait absolument pas du tout avec le reste. Oui, parce que les 4 premiers chapitres donnaient déjà un ton, un rythme, voilà. Donc, on a écrit tout ça. Eduardo a écrit un centon à partir de ses propres textes. En fait, à partir des traductions de mes propres textes. On ne savait même pas qui était l'auteur de ce texte-là. Moi, et aussi, j'ai fait un texte à trous. C'est-à-dire, j'avais fait un chapitre où j'avais laissé des trous. Il était sale, ou il était fâché comme... Voilà. Ou des descriptions dont j'avais laissé des trous. Et comme ça, les Oulipiens qui avaient dit non ou qui ne pouvaient pas participer, ils sont complétés ces trous-là. Il y a des choses qui sont restées finalement, mais bon, c'était une première version, c'était des premières versions des chapitres. Et toi? Moi, j'ai décidé que c'était déjà une contrainte en soi, mais j'ai piqué des morceaux de phrases et des clins d'œil à Vian, à des chansons, des poèmes et des textes. Et on s'est retrouvés avec tous ces chapitres écrits. On était au mois de juillet. On a relu et on s'est aperçu que ça n'allait pas du tout. C'était la créature de Frankenstein, notre livre. Les chapitres s'enchaînaient, ça n'allait absolument pas. Et donc là-dessus, il y a eu un énorme travail de rouleau compresseur, de dameuse, comme ça, où on a complètement repris depuis le départ. Et on a travaillé à plusieurs, vraiment. C'est-à-dire que, bon, quand on sait, je reconnais... Dans une phrase, il peut y avoir nos 3 contributions, ce qui est assez intéressant. Et ensuite, on a travaillé à distance parce qu'on habite assez loin. Grâce à, je dis le... Moi, j'habite ici. Hein, t'habites pas très loin, c'est vrai. T'habites juste à côté. Moi, j'habite à Nantes, il y en a qui sont à... On a travaillé avec Google Doc
pas le nommer, un document unique, et on était en vidéoconférence avec des écouteurs, et on parlait et on écrivait en même temps. C'était passionnant parce chacun de nous avait l'écran avec le texte. Et on pouvait tous intervenir sur le texte. Ce qui était très intéressant. Et on barrait. J'avais jamais travaillé comme ça. On était en contact audio, mais aussi on était 3 ou 4 qui pouvaient intervenir. Bien sûr, on essayait de ne pas intervenir en même temps, mais on pouvait même montrer, écoute, j'ai essayé ça, je te montre. Voilà, c'était très intéressant en tant que méthode. On est super au point maintenant, donc maintenant, je pense toujours s'il y a un nouveau manuscrit de Vian qui se présente, là on est vraiment, c'est bon. Pardon, je pique le micro. C'était une des questions que j'allais vous poser par la suite. Ce que je trouve très intéressant à la lecture de ce livre, et ce que vous venez d'évoquer, c'est qu'effectivement la contrainte, on la sent pas à la lecture, on les voit pas forcément. Les références, si on les a, tant mieux, et on prend du plaisir justement à les découvrir. Et par contre, en lecture au premier degré, on reste vraiment dans le style, en tout cas des 4 premiers chapitres. On voit qu'il y a une démarcation effectivement dans certaines références, un peu plus d'humour aussi qui apparaît par moments, qui sont pas toujours présents dans les 4 premiers chapitres, parce qu'on est vraiment dans un roman noir des années 50 où un ancien soldat, enfin en tout cas un vétéran de la guerre de Corée, revient aux États-Unis, dans son village natal auprès de sa famille, et découvre avec stupeur que ses anciennes petites amies sont assassinées les unes après les autres. Je voudrais juste revenir justement sur l'écriture en fait de ce pastiche de roman noir. Quand vous disiez justement que avec un synopsis qui était à la fois qui plantait bien le décor en donnant la résolution finale. Comment justement rajouter des personnages? Comment justement ne pas trahir aussi la volonté de l'auteur quand on n'a pas l'auteur sous la main pour savoir si effectivement ça va dans son sens ou pas? On a essayé, on a travaillé un peu comme on dit des traducteurs, qu'il faut trahir, mais il faut trahir à la faveur de ce que le texte propose et non contre le texte. Pour moi, le plus difficile, c'était le choix de Vian, on parlait l'autre jour avec Marcel, on reparlait de ça, qui est très singulier, le texte du narrateur à la première personne, et le personnage qu'il a choisi comme narrateur à la première personne. Ça ne nous arrangeait pas. Non, mais c'est vrai que c'est le narrateur du roman, vous allez le voir, mais le narrateur du roman, c'est un peu celui qui est en train de subir tout ce qui se passe. Alors, fatalement, il arrive toujours tard. Il disait « Oh, elle est morte oh, !» Et fatalement, il n'est pas là quand les choses arrivent. Alors on s'est dit, mais comment on va raconter ça? Parce qu'il n'est pas là. Et on devait garder cette perspective, ce point de vue. À tel point, ce narrateur ne nous arrangeait pas que dans les premières versions des chapitres, il y avait 1 ou 2 qui avaient écrit à la 3e personne, parce que c'était comme un acte réflexe, la première version. Ça a été une grosse contrainte, je crois. C'est la contrainte principale, le narrateur à la première personne, le passé simple aussi, oui. Que j'ai eu beaucoup de mal à orthographier au début parce que on l'utilise plus tellement ce temps-là. Et puis on a rajouté des personnages secondaires, mais en fait, Vian a écrit sur un coin de table à toute vitesse ce synopsis, et nous, on devait s'y tenir. Lui aurait probablement pris des libertés, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc ça, c'était une contrainte. Il y avait une autre par rapport à l'écriture, au-delà de toute cette ambiance-là, qui était assez... Bon, je suis une femme née en 1980. Me mettre dans la peau d'un auteur des années 50 qui fait un pastiche de roman noir américain, c'était assez particulier. Donc, Internet a beaucoup aidé, notamment j'ai appris beaucoup sur les voitures de l'époque, sur les vêtements de l'époque. Mais il y avait aussi une autre chose qui, je trouve, est une composante essentielle du style de Vernon Sullivan et de Boris Vian, c'est qu'il fallait qu'il contourne la censure de l'époque. Il y a beaucoup de sexe, il y a beaucoup de bagarres. La bagarre, on peut la décrire, le sexe, un peu moins. Donc, il fallait qu'il y en ait, mais il faut faire usage de périphrases ou d'images. Et ça, je trouve que ça donne une espèce de tonalité au récit qu'on a respecté. Et ça, c'était important. Oui. Oui, après, il y avait des règles. On a relu les 4 premiers chapitres. Il n'y a aucune introspection du narrateur. Oui. Alors, on avait vu que parfois, quand on avait fait les premiers chapitres, il y avait des moments où on tombait dans une écriture plus psychologique. Je pensais, alors j'ai compris que... Mais il n'y a rien de ça. Et on a dû travailler aussi, aller contre des
des réflexes qu'on a, chacun a son style, chacun a sa façon d'écrire, mais ici, il fallait jouer cette musique-là. Et il y a quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on a tartiné de machisme dans le livre, parce que ça fait partie des trucs de l'époque. Donc on parle de machisme vintage, mais il y a des phrases comme « elle avait les mains fraîches comme une cigarette au menthol ». Ça, c'est chez Vian. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Et dans Raymond Chandler, que Boris Vian a traduit, et évidemment c'est une référence pour le polar, il y a des métaphores, des images extraordinaires, et donc on s'est vraiment amusé à en rajouter. Voilà. Et j'avais une question sur le temps d'écriture, parce qu'on sait que Vernon Sullivan a écrit J'irai cracher sur vos tombes en 15 jours, un texte écrit très très rapidement. Là, vous avez mis 2 ans et demi, 3 ans au total pour écrire, hein? Ouais, on est un peu moins au point. Disons qu'on a mis 2 ans à traîner, à faire notre Frankenstein. Le rouleau compresseur très très intense a pris 2 mois. Oui, parce que quand on a vu le Frankenstein, On se dit, oh non. là, on a réagi. Il pleuvait, je me souviens. C'était l'été. Comme ça, ton prochain roman. Il pleuvait. Et ensuite, est-ce que vous avez fait lire ce texte avant publication? Est-ce qu'il y a eu un travail éditorial en compagnie justement de l'Oulipo, ou c'est quelque chose sur lequel vous avez eu la main entièrement dessus du début à la fin? On a eu quelques lectures. On avait demandé à Paul Fournel, l'ancien président de l'Oulipo, de lire le roman, d'être un peu notre producteur artistique, de quelqu'un qui a une distance, parce qu'il n'était pas dedans, mais qui aurait pu bien sûr écrire ça avec nous. Après, peut-être quelqu'un de nous a donné à lire, on ne sait pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de lectures. Moi, je l'ai fait lire à mon compagnon. Il a trouvé super. Super. Oui. C'est super. Non, on a vraiment été totalement libre. C'est-à-dire que même Nicole Berthold de la Coérie Vian qui a confié à l'Oulipo ces 4 chapitres, on dit faites-en quelque chose. Mais elle nous a pas demandé de terminer. C'est-à-dire on aurait pu faire autre chose. Nous, on a choisi vraiment de donner à lire ce polar. Il y avait un truc assez émouvant, c'est-à-dire que quand Marcel Benabou nous a proposé ça, c'était déjà incroyable, mais quand ensuite on a reçu le texte, qu'on a commencé à lire les chapitres, et que chapitre 5, c'est une page vierge, et qu'il n'y a rien par la suite, ça donnait envie, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'était vertigineux, ça donnait envie en fait de l'écrire juste pour savoir ce qui allait se passer, donc c'est ce qu'on a fait. Alors c'est vrai que c'est très rare d'écrire un livre à 6 ou à 5. Il y a des cas de livres écrits à 2, à 3, mais à 5 ou 6, c'est très très rare. Je pense surtout à un vieux projet du début du XXe siècle qui s'appelait The Whole Family, la famille entière. C'était un projet de William Dean Howells et Henry James, et des auteurs américains, où il y avait une douzaine d'auteurs qui travaillaient. Mais sinon, c'est très rare. Et je pense qu'une chose qui nous a aidés, c'est le fait que on n'avait pas tous la même distance. Je veux dire, on était surtout 5 vraiment dedans, mais Marcel Benabou, il était dedans, mais un peu moins dedans. Il faisait les notes. Il pouvait lire, il avait une certaine distance. Paul Fournel, qui a accepté, avait une autre distance. Je pense que ça aussi nous a aidés. Parce qu'il y a un moment où on était vraiment dedans, et le regard de Marcel et de Paul a aidé un peu. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un exercice qu'on serait prêt à refaire. Est-ce que justement c'est en projet? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui intéresseraient justement l'Oulipo pour des exercices, soit effectivement de continuité, soit des choses complètement différentes? C'est très exceptionnel, hein. L'Oulipo, comme on disait tout à l'heure, c'est un groupe de travail où on s'interroge sur les contraintes, mais chacun écrit un peu de son côté. Il y a certains ouvrages collectifs, notamment des ouvrages publié dans la poésie Gallimard, il y a l'esthétique de l'Oulipo, il y a des choses comme ça. Et là, ça s'est présenté parce que c'était Boris Vian, mais on ne fait pas métier de terminer des ouvrages d'écrivains morts. Non, même s'il y a une tradition de ça, et le
l'autre jour, on parlait avec Jacques Jouet qu'on a les deux une grande passion pour Henry James. Et il y a une nouvelle sans finir de James, et on s'est dit, et si on essaye mais ça va pas devenir notre domaine de travail, c'est sûr, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Oui, justement, est-ce qu'on va passer aux questions avant de penser à la suite, au concert? Eh bien, donc s'il n'y a pas de questions... Surtout, ne commencez pas par lire les notes de la fin, parce que c'est vraiment un grand spoiler si vous commencez par la fin. Pas de divulgachage, donc. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Clémentine Mélois, Eduardo Berti. Merci beaucoup. Et donc, place